vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus sur RTL et dans On est fait pour s'entendre, dont la famille s'agrandit chaque jour. Et oui, ici on peut s'enorgueillir d'être la communauté la plus fidèle et la plus vaste de France autour d'une émission de radio entre 15h et 16h. On se la pète un peu mais ça fait jamais vraiment de mal et puis on se la pète pas si souvent que ça. Un clin d'œil pour commencer à Christian qui a bien voulu m'envoyer un fameux pigeon voyageur. J'en parle tous les jours sur cette antenne. Je vous dis qu'il y a les réseaux sociaux mais il y a aussi les pigeons voyageurs. Depuis le temps que je l'attendais ce pigeon voyageur, on me disait que c'était has-been d'une autre époque. Eh bien non, il existe grâce à Christian et c'est sur notre page Facebook. Et puis, après le clin d'œil, une invitation à l'instar de Sabrina qui va témoigner dans un instant sur cette antenne pour partager, pour nous alerter aussi et puis peut-être recevoir une certaine aide. Comme Sabrina, donc, vous pouvez composer le 3210 ou vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux et nous nous retrouverons à un moment donné ou à un autre de l'émission sur RTL en direct. Place au sujet du jour qui suscite chez vous de très nombreuses réactions. Trouble alimentaire le plus grave, le monstre est silencieux. L'anorexie dévore de l'intérieur et tue à petit feu. Voici ce qu'a déclaré Amélie Nothomb, personnellement touchée par cette maladie. L'idée de manger à nouveau était pour moi une horreur. Je vivais comme un démon. J'ai vécu dans une haine de moi. À 2 doigts de la mort, je voulais m'en sortir, mais je ne voyais pas la solution. Aujourd'hui, je peux affirmer à des jeunes filles, à de jeunes garçons anorexiques, oui, un chemin existe pour se relever et tu vas le trouver. Alors, de quelle façon l'anorexie réussit-elle à prendre le contrôle du corps et de l'esprit? Comment sortir de cet enfer et trouver le fameux chemin de la guérison? Pour en parler aujourd'hui, pour répondre à vos questions, car je sais que vous êtes nombreux à nous en faire parvenir, nous recevons le docteur Sylvie Rouher-Saporta. Bonjour, docteur, merci d'être avec nous. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Vous êtes psychiatre, vous pratiquez à l'hôpital Sainte-Anne et vous êtes responsable pédagogique du diplôme universitaire des troubles du comportement alimentaire et vous êtes donc notre invité jusqu'à 16h. Vous ne connaissez pas son spectacle, mais vous allez bientôt aller le voir puisque vous connaissez Sandy Masson à côté de vous. Sandy Masson, bonjour, bienvenue sur RTL. Merci. Sandy, merci d'être avec nous. Vous êtes comédienne, vous êtes à l'affiche de la pièce Annabelle M, une histoire sans fin que vous avez coécrite avec Fred Noni. Absolument. Et une pièce mise en scène par Agnès Bourri, c'est au Théâtre de la Boussole à Paris. Nous étions avec Alexandra ici présente hier dans la salle en train de profiter de vous voir sur scène. Et quand j'ai expliqué il y a un instant à Jacques Pradel que cette émission, c'est une émission aussi pour répondre à des questions pour s'en sortir, car oui, c'est possible. On se rend compte quand vous êtes sur scène, Sandy, et que vous interprétez différents personnages, et notamment cette jeune fille anorexique que vous avez été. Absolument. Vous avez été, et cette femme qui s'en est sortie si lumineuse, qui à un moment donné fait une tarte aux pommes. On se rend compte que oui, c'est possible, et on peut passer de l'obscurité la plus totale à la lumière rayonnante. Évidemment. Oui, j'ai fait ce spectacle uniquement pour ça. Si je ne peux me montrer que la noirceur de la maladie, c'était abominable. C'était pour donner de l'espoir, évidemment. Vous parlez de ceux qui se sortent de l'anorexie comme des rescapés. Oui. Ouais, pourquoi? Oui, parce que je sais pas si Sylvie sera d'accord avec moi, mais il y a un passage quand on sort de la maladie où on se sent comme une rescapée dans le sens où tout est merveilleux, tout est incroyable. C'est ce que je dis. Je regarde la pluie, je trouve ça magnifique. Une tasse avec une petite goutte à côté, c'est sublime. Bon. C'est un passage. Après, évidemment, on reste pas tout le temps là-dedans, mais c'est un passage assez incroyable où tout d'un coup, on revit, on ressent les choses, alors qu'on était complètement anesthésié. On retrouve le goût de la vie et le goût de certaines choses qu'on avait perdues justement avec le goût de la nourriture, docteur. Tout était complètement centré, finalement tout l'espace psychique était complètement embolisé, occupé par les préoccupations alimentaires, par ce désir de maigreur initial qui a abouti à une lutte contre la faim qui peut-être a disparu au fil du temps, qui a abouti à un amaigrissement qui finalement n'est jamais suffisant puisque quand on est maigre, on veut encore être plus maigre et progressivement, le corps s'en ressent, on perd ses règles, on perd un certain nombre de capacités finalement à se concentrer, à suivre le quotidien et en même temps on se désinsère progressivement de son milieu familial, scolaire, amical.
Et je pense que vous allez en reparler. Mais c'est totalement ça. La maladie, l'anorexie est une maladie de grande solitude. Une solitude monstrueuse. Un chemin de solitude. Un message de Coralie. Coralie, elle a 23 ans. Elle nous a laissé un mail. 5 ans pour moi que la maladie me ronge de l'intérieur. Même si aujourd'hui j'ai un poids normal et que mes proches pensent que je vais mieux, je me sens toujours enfermée dans ce cercle vicieux, dans mes actions quotidiennes, des mensonges pour éviter les repas, etc. D'ailleurs, vous le jouez, vous Sandy, sur scène. Et ma pensée est habitée uniquement par la nourriture et par le poids. J'ai été hospitalisée, ce qui m'a permis de reprendre du poids, certes, mais les proches se font parfois beaucoup d'illusions par rapport à cette hospitalisation, comme quoi ce serait une solution miracle. Des solutions, on va en apporter dans cette émission, et en même temps, on peut se dire que c'est à chaque fois quelque part du sur-mesure, docteur. Amélie Nothomb disait, il y a un chemin et tu vas le trouver. Il y a plein de chemins, mais c'est son propre chemin qu'il faut savoir emprunter. Absolument. Il y a bien sûr des règles de bonne pratique, ce qu'on appelle des guidelines aux États-Unis, en France aussi. Comment on peut prendre en charge de façon optimale quelqu'un qui a ce type de maladie. Mais ensuite, il faut pouvoir l'adapter au cas par cas. Encore faut-il que les personnes qui sont en charge du soin connaissent bien les troubles, sachent ce qu'il faut faire, et qu'on soit dans un lieu où on peut proposer au moins une partie de ces solutions. Il est clair qu'en France, il y a des lieux où il y a une offre de soins qui est bien meilleure. En Île-de-France, il y en a d'autres où il n'y en a pas du tout, et peut-être que nous en parlerons. Alors, on va faire un signe à Stéphanie qui nous a envoyé un long mail. Stéphanie, aujourd'hui, emmène sa jeune fille de 15 ans chez le médecin généraliste, car elle est très inquiète pour elle. Je vous en lirai une partie dans un instant, et puis on prendra en ligne Sabrina. Sabrina va intervenir sur cette antenne. Elle a 25 ans. Alors Sabrina, sur le papier, tout va bien. Elle est en couple avec Christophe. Elle a un enfant. Et pourtant, aujourd'hui, elle aimerait se faire hospitaliser de nouveau. Elle va nous expliquer ça sur l'antenne d'RTL. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlons de l'anorexie. Donc, on va faire un état des lieux de la maladie, mais on va vous montrer qu'effectivement, c'est possible, à un moment donné, de retrouver le goût de la nourriture, donc du coup, le goût de la vie. À tout de suite avec vous sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Dans un instant, Sabrina va intervenir sur cette antenne en direct. Elle va pouvoir échanger avec Sandy Masson, qui est comédienne. Sandy est à l'affiche d'une pièce que l'on vous recommande, Annabelle M, une histoire sans fin, F-A-I-M, sans fin comme le problème de l'anorexie. C'est au Théâtre de la Boussole à Paris. Elle pourra également parler avec le docteur Sylvie Rouher-Saporta, qui est psychiatre, qui est responsable pédagogique du diplôme universitaire des troubles du comportement alimentaire. Elle est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne. Mais auparavant, si vous êtes touché par l'anorexie, si le sujet vous touche, pas simplement si vous êtes touché de l'intérieur, même si on connaît toujours dans notre entourage une personne qui affiche des troubles alimentaires, mais quelle que soit votre sensibilité à ce sujet, je sais que vous l'êtes de toute façon, vous pouvez vous rendre sur le site change.org. On avait fait une émission d'ailleurs que vous pouvez réécouter sur rtl.fr en replay, une émission sur notre rôle de citoyen. Aujourd'hui, on peut se faire entendre en signant des pétitions. Nous avons d'ailleurs, Sandy, le docteur et moi, participé à cette pétition sur change.org qui est adressée à François Hollande, président de la République française. Par fidélité à votre engagement de campagne pour la jeunesse, mettez en place une vraie politique de santé publique pour les troubles du comportement alimentaire qui concerne 600 000 jeunes en France. Alors allez cliquer, profitez, faites-vous entendre et soutenez cette pétition. Voilà, Alexandra vient de signer en direct justement à côté de moi sur RTL. Sabrina, bonjour. Bonjour. Merci Sabrina de votre confiance. Merci d'intervenir sur cette antenne. Vous avez 25 ans, Sabrina. Vous avez un amoureux qui s'appelle Christophe, qui est le papa de votre petit garçon, Nolan, qui a 18 mois. Comment ça va dans votre vie aujourd'hui, Sabrina ? Pardon. On va y arriver. On est tous ensemble, tranquille. On respire un bon coup. On connaît, vous savez, on est certains autour de la table à connaître bien le sujet. Donc, je pense qu'on comprend vraiment ce que vous êtes en train de vivre. C'est difficile. Oui. C'est difficile d'en parler ou c'est difficile de le vivre ? Qu'est-ce que vous entendez par c'est difficile ? C'est difficile là maintenant de le partager ? Non, c'est surtout difficile de le vivre. Oui. Parce que c'est pas facile tous les jours. Oui. Surtout avec mon petit garçon. Donc, ce qui est dommage, c'est que je peux pas manger avec lui. Parce que je peux pas le laisser tout seul puis aller aux toilettes après. Donc, c'est où j'attends que mon conjoint rentre du boulot pour manger. Ou sinon, je suis obligée d'attendre que mon fils soit à la sieste pour aller aux toilettes.
Quand vous dites que vous allez aux toilettes, en fait, concrètement, Sabrina, c'est pour aller vomir? Oui, je vais vomir, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes anorexique, Sabrina? Depuis l'âge de 16 ans. Ouais. On s'est occupé de vous? J'ai été dans un centre dans l'Ain, où ça m'avait bien aidé. Et ensuite, vu que avec ma mère, ça allait pas, j'ai tout reperdu. Et après, pendant ma grossesse, ça passait moyennement bien. J'ai dû être hospitalisée parce que je m'alimentais pas. Et mais j'avais quand même repris du poids. J'étais à 59 kilos. Et donc, je me suis dit qu'avec un bébé, ça va me changer, que j'aurai plus le temps d'aller vomir. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que si. Et donc, depuis que j'ai accouché, je suis retombée à 33 kilos. Christophe, qui vit avec vous, il vous a connu, vous mangiez encore, vous étiez dans une phase plutôt de guérison. Hein, oui. Comment il réagit, Christophe? En fait, il est impuissant parce qu'il ne sait pas comment m'aider. Oui. Après, il ne peut pas me fermer les toilettes parce que on trouve toujours une solution. Je peux aller dans la douche, me faire vomir dans la douche. Mais c'est vrai que le soir, je me lâche beaucoup plus quand je suis avec lui pour manger. Et c'est comme des crises de boulimie. Et vu que mon fils dort, je peux... c'est un rituel en fait, parce que c'est soit je bois du coca ou soit je bois de l'eau chaude pour m'aider à vomir. Vous ne supportez pas l'idée que ça reste dans votre ventre? Non, je peux pas, j'y arrive pas. Ça me fait mal. Oui. Donc je suis obligée de... C'est pour ça qu'on va jamais manger... quand il y a des repas, c'est rare qu'on y va parce que j'ai peur qu'on me regarde, qu'on me dévisage pendant que je mange. Donc c'est soit il y va tout seul ou... il y a sa grand-mère qui est au courant. Donc, je sais que je peux manger, mais que j'irai aux toilettes quand même vomir, parce qu'elle ne m'entendra pas. Et puis, je sais qu'elle ne me juge pas, donc... C'est important cette idée du jugement aussi, hein, Sabrina, oui. Parce que si votre famille est au courant, hein, vous concernant, dans la famille de Christophe, il n'y a que sa grand-mère qui le sait. C'est-à-dire qu'en plus, on le disait tout à l'heure avec Sandy et avec le docteur War Saporta, c'est un long chemin de solitude en fait. Et puis plus ça avance, plus on est seul et puis plus on s'isole. Mais ce qu'il y a de bien, Sabrina, c'est que vous avez téléphoné, c'est qu'on est là, c'est qu'on est ensemble. Donc c'est un super pas que vous êtes en train de faire, qu'on n'a pas tous fait assez facilement peut-être. Ce qu'on va faire, Sabrina, c'est que on va poursuivre notre conversation dans un instant, puisque je vois le docteur Sylvie Rouer Saporta qui opine du chef. Donc je pense qu'elle a plein de choses aussi à vous dire. Et puis Sandy et moi, on va poursuivre notre conversation avec vous aussi, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Ne bougez pas, Sabrina. On arrive. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Sabrina, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Ça va mieux? Oui. Allez, ça ira encore mieux après quand on aura poursuivi notre conversation et puis que nos invités auront pu intervenir pour vous soutenir. En tout cas, vous savez, c'est pas évident de parler sur l'antenne d'RTL, mais si vous connaissez cette émission, vous savez qu'on peut parler en toute confiance. Et puis surtout, vous n'êtes pas seule, Sabrina, parce qu'il y a plein de gens qui sont concernés ou qui ont été concernés dans ce studio par l'anorexie dont on parle aujourd'hui. Sabrina, quand vous vomissez ce que vous avez mangé, donc vous voulez pas le garder, on l'a bien compris. Il faut à un moment donné que ça sorte parce que ça vous est insupportable. Qu'est-ce que vous ressentez après avoir vomi? Du soulagement. Oui. Je me sens mieux. Oui. Et encore après? C'est une délivrance. Je me dis que mon corps il est vide, donc je me sens plus ballonnée. Et puis je sais que je peux me coucher, je pourrais me coucher tranquille, alors que si j'essaye d'y garder, c'est pas possible. Je vais être mal et je vais pas pouvoir dormir. Comment est-ce que vous trouvez votre corps, Sabrina? Là, avec la grossesse, j'ai l'impression d'avoir
mon ventre est gros, donc je suis obligée de... Enfin, c'est bête, mais faut que mon ventre il soit plat. Je veux qu'il soit plat, mon ventre. Ouais. Et il l'est pas encore assez? Non. Et Christophe, il vous dit quoi sur votre ventre? Et il me dit que je suis très bien comme ça. Certainement. Mais que moi, je peux pas. Oui, c'est vrai que quand je monte sur la balance, je suis contente parce que je sais que j'ai perdu du poids, alors que si j'en prends, ça va m'angoisser. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le problème de l'anorexie, c'est vrai qu'on se dit à un moment donné que visiblement vous êtes jeune, que vous maigrissez, mais vous devez avoir un poids de forme, comme on en a tout ça à un moment donné. C'est vrai qu'on se dit bah oui, mais si on vous dit que vous êtes jolie et que vous n'avez pas besoin non plus de tout le temps maigrir, qu'est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui ne connaissent pas l'anorexie, Sabrina? Qu'est-ce que vous ressentez vous quand on vous dit ça? Ça sert à rien? Non, moi déjà je me trouve pas jolie et donc c'est vrai que je me cache beaucoup aussi, donc vu que mes vêtements me vont pas, pour pas que les gens, parce que moi j'ai tout le temps peur qu'on me dévisage dans la rue, qu'on me dise qu'elle est trop maigre. Donc en fait je mets des sous-couches de vêtements sous moi pour pas que ça se voit. Ouais, je comprends. Comme ça je me dis qu'on se rend pas compte que je suis maigre. Vous avancez masqué. Sylvie Rouer-Saporta, vous vouliez réagir à ce que dit Sabrina? Donc, vous avez finalement des choses en vous qui sont quasiment contradictoires parce que vous vous trouvez trop grosse, ou en tout cas trop grosse du ventre, et en même temps vous savez que vous êtes maigre puisque vous empilez les couches de vêtements. Ce sont des choses qui sont aussi difficiles à vivre que ces sensations à la fois faciles et difficiles de manger. C'est vrai que quand on a progressivement perdu l'habitude de manger, l'estomac vous renvoie des sensations extrêmement douloureuses quand on mange un peu plus. C'est pire, on a l'impression d'être rempli trop vite, quoi. Et d'un autre côté, quand on vomit, il y a une espèce d'allègement physique et psychologique, mais qui, vous le savez bien, va à l'encontre d'un bien-être et d'un état de santé du corps sur la durée. Donc vous êtes pleine de choses contradictoires qui s'agitent en vous et qui font que vous avez déjà fait une démarche de soins, parce que j'entends à 17 ans. J'entends que ça fait longtemps finalement à la fois que vous avez ce type de problème, mais aussi que vous luttez contre ce type de problème. Vous savez que vous êtes, comme malheureusement un certain nombre de ces personnes qui souffrent d'anorexie, dans une forme chronique. Il y a quand même un tiers de guérison à 100% et 50% d'évolution favorable, mais dans presque 2 tiers des cas, il y a une évolution qui est plutôt chronique, avec des rechutes à l'occasion d'un certain nombre d'événements de la vie quotidienne. Et une grossesse peut être une cause parce de que rechute. c'est un bel événement, une grossesse, on est tous d'accord, mais ça peut provoquer aussi, comme les beaux événements, parfois, sont des pics dans la vie qui peuvent provoquer des chutes. Qui impacte beaucoup l'image de soi. J'entends déjà que l'image de vous, Sabrina, n'est pas très très bonne. Vous n'arrivez pas à vous apprécier. Alors sans rentrer dans les poncifs où on dit qu'il faut s'apprécier pour que les autres vous apprécient, il faut quand même avoir un travail sur soi, et vous n'arrivez pas finalement à vous imaginer étant bien. Finalement, il y a toute une démarche à faire au-delà de votre poids sur l'image que vous avez de vous-même et le regard des autres qui finalement doit être peut-être mise un peu plus à distance, mais ça c'est les ouvertures pour après. Sandy Masson, ce que vous dit Sabrina sur son quotidien, ça vous est familier? Ça vous rappelle des c'était choses? le mien, soyons clairs. Sabrina, moi j'étais comme vous, à 16 ans ça a démarré, je connais tout ce que vous racontez, je l'ai vécu. Moi, ce que je rajouterais par rapport à ce que dit Sabrina, c'est qu'elle dit que c'est qu'un soulagement de se faire vomir. Moi, je ressentais beaucoup. Après, je me sentais la honte aussi. Puis j'avais honte, je me sentais très sale, je me sentais affaiblie. Il y a quand même aussi des symptômes. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, Sabrina, mais des symptômes d'une grande violence. Se faire vomir plusieurs fois dans la journée. Ça fait mal en plus. Ça fait mal. C'est totalement anormal. C'est violent. Il m'arrive de saigner par moments. Voilà, la gorge. exactement. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on maltraite. Vous serez d'accord, Sabrina, pour dire que vous parlez du soulagement, et là je vous rejoins aussi, Sandy, et sans vous contredire, Sabrina, il y a effectivement le soulagement quand on a vomi, et puis il y a quand même une sorte de maltraitance, vous voyez ce que je veux dire, régulière et physique de notre corps, qui fait qu'à un moment donné, on se fait du mal, et ça, pour l'estime de soi, c'est difficile aussi. C'est un cercle vicieux, Sabrina, vous êtes d'accord? C'est pour ça que en fait j'ai perdu toutes mes amies par rapport à ça. Voilà, parce qu'elles comprenaient pas.
Et c'est en fait, j'ai rencontré des filles, mais qui sont pas anorexiques, via les réseaux sociaux de Facebook, et j'ai l'impression qu'elles me comprennent, qu'elles me jugent pas. Donc c'est sûr que j'arrive mieux à parler avec des personnes comme ça, qui me jugent pas, alors que mes amies que j'avais auparavant au collège, elles m'ont toutes laissé tomber. Et c'est vrai que de se retrouver toute seule, ça fait mal, parce que je fais plus de sorties, je fais plus rien. Donc c'est une maladie qui isole. Mais voilà, Sabrina, il y a des solutions, et vous allez pouvoir poser des questions à nos invités dans un instant, parce que aujourd'hui vous dites que vous aimeriez vous faire hospitaliser de nouveau. Le premier pas de la guérison, c'est quand même à un moment donné de pouvoir dire voilà, j'ai un problème, je voudrais que vous m'aidiez, et là vous êtes en train de demander de l'aide. Donc le problème, c'est qu'avec l'hospitalisation, c'est que je suis très fusionnelle avec mon fils. Eh ben oui. Et déjà de le laisser rien qu'au papa, c'est très dur pour moi. Je peux pas. Ben oui, même que c'est le papa. Ouais. Alors l'hospitalisation, c'est encore beaucoup plus dur. Oui, mais peut-être qu'avec cette hospitalisation, où on verra avec le docteur dans un instant, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez tellement d'années tranquilles aussi à vivre après avec votre enfant et votre mari. On se retrouve tout de suite, Sabrina. Vous ne bougez pas. Merci. À tout de suite sur RTL. À tout de suite. RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Docteur Wersaporta, Sandy Masson, vous êtes avec nous, et puis nous sommes sur RTL avec Sabrina. Sabrina, vous êtes toujours là ? Oui. Alors, on va y arriver, Sabrina, parce qu'en même temps, on comprend tous et toutes ce que vous êtes en train de vivre, et l'enfer, on dit que c'est l'enfer de l'anorexie, c'en est un. Mais je peux vous assurer, quand on voit Sandy Masson sur scène, on se dit qu'effectivement, quand on s'en sort, c'est quand même génial. Et on peut vous le dire d'expérience, c'est super. La vie est très belle. La vie est très belle. Alors, docteur Sylvie Wersaporta, qu'est-ce qu'on peut dire à Sabrina aujourd'hui, qui fait cette démarche de demander de l'aide, qui est déjà la première bonne démarche ? Oui, démarche qu'elle a déjà faite, et donc qu'elle refait à un moment où sa vie est à nouveau plus difficile du fait de ses troubles alimentaires. Donc c'est une démarche que vous connaissez bien. Peut-être que bien sûr votre vie a changé parce que vous êtes maman, que l'organisation que cela va nécessiter est plus importante. Mais si l'hospitalisation est la bonne solution, et ça ce sont les médecins qui s'occupent de vous qui vont l'évaluer, qui vont vous conseiller, eh bien il faut arriver à la saisir. Encore faut-il que vous soyez pleinement d'accord pour cela, parce que quand on va à contre-cœur dans un soin, finalement on n'est plus dans une alliance avec ceux qui sont là pour vous aider. Donc il faut bien imaginer comment organiser les choses. Peut-être en effet, comme vous le disiez tout à l'heure Flavie, se dire que quelques mois de perdus entre guillemets sont sans doute des années gagnées plus tard, même si l'hospitalisation n'est pas magique et ce n'est qu'une étape dans un parcours de soins, dans une trajectoire. De toute façon, comme pour le reste, on en fait ce qu'on a pas décidé, mais ce qu'on veut bien essayer d'en faire. Si on y va à contre-cœur, il vaut mieux ne pas être hospitalisé, sauf dans des cas extrêmes de dénutrition gravissime, etc. Et puis peut-être qu'on peut aménager les choses avec votre enfant pendant cette hospitalisation. Peut-être trouver la bonne distance dans le lien qu'il a avec vous. C'est vrai qu'il y a sûrement toute une histoire dans les liens que vous avez eu vous-même avec vos parents, votre maman. Exactement. Peut-être. Et donc peut-être que un abord plus global, peut-être imaginer quelques entretiens familiaux, vous en avez peut-être déjà eu, pas forcément une thérapie à part entière, mais quelques entretiens avec tout le monde pourraient être aidants. Sabrina, j'ai essayé de faire en fait, et j'ai demandé, parce que je me suis dit peut-être que ça pourrait venir aussi de ma mère par rapport à l'enfance, à ce qu'elle m'a fait, à ce que j'ai vécu. Et pour elle, elle a rien à se reprocher, alors que moi je sais qu'elle a beaucoup de choses à se reprocher, parce que ça vient aussi d'une partie à cause d'elle. Et quand je lui demande des explications, pour elle, j'ai eu une enfance très bien comme tout le monde, donc elle veut pas me donner d'explications. Vous savez, oui, allez-y. Si je peux vous donner juste un conseil, mais ça vaut pas seulement dans les conflits avec papa, maman, ça vaut dans tout type de conflit. Plus on va dire c'est de ta faute à l'autre, moins il va être réceptif. Il faut commencer par dire sans doute tu as eu des bonnes raisons,
Mais moi aussi, j'ai vécu cette période de façon tellement douloureuse que je ne peux pas ne pas t'en parler comme ça. Et je ne veux pas dire que c'est de ta faute, mais je veux quand même qu'on puisse en parler aujourd'hui, même si c'est douloureux pour toi. Sans doute ne peut-elle pas en parler aussi simplement que vous, finalement? En tout cas, Sabrina, moi, c'est un jour Boris Cyrulnik qui m'a dit cette phrase, parce que je disais, mais est-ce qu'on est obligé de pardonner aussi les choses? Il m'avait dit, on ne peut pardonner qu'aux gens qui demandent pardon aussi. Donc, effectivement, c'est à chaque fois du sur-mesure avec nos parents, Sabrina. Maintenant, c'est vrai que ce qui est important, c'est que, en fait, pour ouvrir son ventre, à un moment donné, il faut ouvrir son cœur et il faut trouver les mots. Vous voyez ce que je veux dire, Sabrina? Est-ce que vous êtes suivie par un psychiatre? Est-ce que vous rencontrez des gens avec lesquels vous pouvez échanger et parler? Alors, en dehors des amis Facebook et... Je suis suivie par un médecin donc spécialisé dans l'anorexie à l'hôpital, docteur Caro. La dernière fois, il m'a proposé une hospitalisation que j'ai refusée parce que avec mon fils, c'est pas possible. Mais il me suit régulièrement. Après, les psychiatres, j'en ai vu et j'en ai revu. Mais il me donnait plus des cachets qu'autre chose. Donc, j'ai dit, ça sert à rien. Et ensuite, j'ai fait des séances d'hypnose où, pareil, je sentais qu'il n'y avait pas d'amélioration. Donc, c'est pareil, j'ai arrêté. Donc, actuellement, il n'y a que mon docteur traitant et le docteur Caro qui me suit. Alors, Sabrina, vous le savez, hein, on est en direct sur RTL, on ne pourra pas passer toute l'heure ensemble. Mais en tout cas, ce qu'on peut peut-être comprendre, et je me permets de parler un petit peu pour tout le monde dans le studio, c'est que vous êtes dans une sorte... Vous avez déjà un bon médecin qui visiblement vous suit et vous donne de bons conseils comme l'hospitalisation. Après, quand on est un peu perdu, on est un peu nomade. On va chercher dans des médecines douces, différentes choses qui peuvent être positives, mais il faut peut-être bien traiter le truc à la base. Hein. Et peut-être qu'il faut écouter votre médecin et si effectivement l'hospitalisation est nécessaire. Croyez-moi, pour nos enfants, on est capable vraiment de faire des choses incroyables et ils peuvent nous sauver la vie. Donc prenez soin de vous, Sabrina, et puis tenez-nous au courant. Parfois c'est quelques semaines, mais je vous assure qu'après on est tellement bien avec les petits et tout. Vous serez tranquille après, hein? Oui, c'est sûr. On vous embrasse, nous, Sabrina. Merci beaucoup à vous. Et puis restez à notre écoute, hein, surtout, parce qu'il y aura plein d'autres choses qu'on va dire sur l'antenne. Merci beaucoup. Merci. Allez, bon courage, Sabrina, on vous embrasse. Au revoir. Au revoir. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Allez, tous avec Sabrina aujourd'hui, et puis avec vous tous qui nous écoutez et qui êtes en souffrance, puisque nous parlons de l'anorexie qui touche combien de personnes en France, principalement, docteur Rouher-Saporta? En France, on peut considérer 600 que 600 000 jeunes et environ 1% de la population féminine, c'est la prévalence, c'est-à-dire le nombre total de patients sur une population donnée, bien sûr des personnes qui ont été dépistées. On peut imaginer qu'il y en ait quasiment le double qui n'aient pas eu le diagnostic posé ou qui sont soignés pour d'autres types de troubles, puisque fréquemment on a de la dépression qui peut s'y rajouter ou d'autres comorbidités comme la schizophrénie, les troubles obsessionnels compulsifs. Pourquoi principalement les femmes, docteur ? On ne sait pas bien. D'abord, c'est principalement les femmes à partir du moment où ça commence dans la forme classique, c'est-à-dire qui commence autour de l'adolescence. En général, entre 14 et 16 ans, le début des troubles. Et là, on a 80 à 90% de filles pour 1 à 2 garçons. Dans les formes qu'on appelle précoces, avant l'âge de 10 ans, il y a autant de petits garçons que de petites filles. Oh là là. Il y en a. Et dans les formes dites tardives, c'est-à-dire qui commencent après 25 ans, il y a une prévalence importante de femmes. Est-ce que l'on retrouve aujourd'hui plus d'anorexie dans la petite enfance qu'il y a Oui, l'équipe de Robert Debré le dit régulièrement. Il y a une diminution de l'âge de début des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, on se retrouve à un âge autour de 8 ans pour les formes atypiques. Dans les formes typiques, on est toujours autour de l'adolescence. Comment est-ce qu'on l'explique, docteur Rouher-Saporta ? Il y a un instant, Sabrina sur l'antenne nous parlait des relations conflictuelles avec sa mère. Elle est en quête peut-être d'une reconnaissance de souffrance ou d'un pardon. On n'est pas rentré dans le détail. Est-ce que l'on retrouve les troubles de l'anorexie dans des fractures de la vie ? Alors, le pourquoi on développe un trouble du comportement alimentaire est quelque chose qui n'est pas encore complètement élucidé. Il y a toute une série d'hypothèses qui vont
du champ sociologique, du rôle de la femme, de l'image de la femme, du corps féminin, mais aussi du contexte social actuel qui a changé, certes, mais qui prône toujours la minceur, avec en même temps une espèce de richesse de l'offre alimentaire dans nos pays dits développés qui met tout le temps en difficulté finalement. Il y a bien sûr des hypothèses qu'on appellerait psychodynamiques, le rôle du lien précoce ou un peu plus tardif à la mère. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pathologie du lien à l'adolescence qui se joue, c'est cette individuation, séparation des parents et peut-être de la mère plus que du père pour se tourner vers les pères, le groupe finalement d'adolescents de son âge. Mais comme c'est parfois très très compliqué, qu'il faut construire sa vie, qu'on n'est pas très sûr de soi, qu'il faut accepter un corps qui change peut-être différemment et qui est peut-être pris différemment par la fille que par le garçon. Le changement pubertaire de la fille et du garçon ne sont pas du même ordre, vous le savez. Eh bien, tout cela fait que ça émerge à ce moment-là. Maintenant, il y a bien sûr d'autres types de théories qui sont pour certaines tout à fait validées concernant le terrain. Il y a une vulnérabilité qui est patente au niveau des systèmes de récompense, des personnes qui sont finalement plus à même de développer un trouble du comportement alimentaire juste suite à un petit régime classique à l'adolescence. Tout le monde n'est pas capable, entre guillemets, de passer à l'anorexie. Sandy Masson, vous sur scène, on vous retrouve et notamment donc au Théâtre de la Boussole. C'est une pièce qu'on vous conseille. Annabelle M, une histoire sans fin, FAIM. On vous retrouve à l'âge de l'adolescence. Vous jouez, vous une jeune fille adolescente. Vous jouez sa mère également. Vous jouez la femme que cette jeune fille est devenue après, qui a retrouvé goût à la vie. Quand vous êtes sur scène et que vous vous replongez dans cette propre histoire qui est la vôtre, est-ce que vous avez compris comment l'anorexie s'est installée dans votre vie? J'ai compris que j'avais un problème de langage absolu, c'est-à-dire que je ne savais pas m'exprimer et que je pense que ma structure familiale ne me permettait pas de m'exprimer, et que je retournais les choses contre moi et que du coup, au lieu j'avais peur de faire du mal à mon entourage, du coup je ne le faisais pas et je me faisais du mal à moi. Voilà comment je l'explique d'une manière très basique, rapide, et puis on n'a pas le temps d'en rajouter plus. Maintenant, évidemment qu'il y avait plein d'autres choses. J'étais d'une sensibilité absolue, d'une timidité monstrueuse, d'un manque de confiance en moi total. Tous ces plus ont fait que voilà, je suis tombée là-dedans. Nathalie, sur la messagerie de l'émission, nous a expliqué qu'elle a 2 proches qui sont très gravement anorexiques, et elle nous explique: j'aimerais témoigner de ce que l'on vit aussi de si beau et de si magnifique avec elle. Ce sont des jeunes femmes d'une grande beauté, d'une grande fécondité intérieure. Elles sont bien plus que leur maladie. C'est très important, ça. Mais c'est important de le dire, parce qu'il faut enfin, moi j'en rencontre aussi quelques-unes qui viennent voir mon spectacle. Elles sont, enfin, ça me touche, ça me touche d'autant plus que je me vois évidemment, mais ça me touche parce qu'il y a une espèce de pureté incroyable. Je pense à Dorothée qui doit nous écouter, qui me touche parce qu'il y a c'est vraiment une grande sensibilité, une grande intelligence, et à la fois c'est des femmes c'est un mélange de femmes-enfants très lucides, je sais pas comment dire, avec une structure qui n'est pas de femmes, donc qui est trop fragile pour exister dans la vraie vie. Voilà. J'entends. Et qui se confrontent en plus à la vraie vie et à la violence. Qui est absolument insupportable. Absolument. Docteur? Oui, vous dites les choses parfaitement, c'est difficile de rebondir là-dessus. Je l'ai un peu vécu. Ça explique justement les raisons pour lesquelles c'est si bien dit. Dans un instant, je vais vous faire part donc de l'inquiétude de Stéphanie, qui peut-être en ce moment même justement est chez le médecin avec sa jeune fille de 15 ans pour laquelle elle s'inquiète. On reviendra sur les signes qui doivent alerter. Ça fait partie de la prévention. À tout de suite. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Voilà, pardon à tous ceux qui souhaiteraient intervenir sur cette antenne. Malheureusement, nous n'avons qu'une heure, mais sachez que nous reprendrons date pour une émission prochainement sur le même thème, celui de l'anorexie, côté aidant, côté famille aussi, parce que la famille a besoin d'être soutenue pour soutenir aussi ceux qui sont dans la souffrance. Stéphanie est actuellement avec sa fille de 15 ans. Elle détecte des mauvaises habitudes dont elle dit qu'elles se sont installées d'une façon insidieuse, des hésitations au moment des repas, une inquiétude sur son physique, l'image qu'elle renvoie. Elle se trouve trop grosse, on lui dit qu'elle est grosse alors qu'elle est mince. Quels sont les signes, selon vous, docteur Sylvie Rouer-Saporta, qui doivent alerter les parents que nous sommes? Ceux qu'a décrit Stéphanie sont tout à fait les premiers à identifier un régime qui dérape,
donc une préoccupation à la fois pour le corps et l'alimentation qui commence à être trop envahissant, une insatisfaction corporelle qui augmente alors que le poids diminue. Jamais contente, jamais assez. Voilà, ce n'est jamais trop bas. Une restriction qualitative, c'est-à-dire vraiment un choix pour des aliments soit de basse teneur calorique, avec l'idée fausse que ce sont ceux-là qui empêchent de grossir ou qui font maigrir. L'élimination progressive à la fois toute une série d'aliments qui peuvent être variables, bien sûr, selon les cas, et l'évitement des repas en famille, peut-être une baisse des performances scolaires. Ça aussi peut être un signe important, dans le sens où on se concentre moins bien forcément quand on commence à se dénutrir, quand on n'apporte pas assez de sucre à son cerveau, si je simplifie. Une irritabilité, peut-être. Alors parfois on a en effet des jeunes femmes, des jeunes filles qui empilent les couches un petit peu en pelure d'oignon parce qu'elles sont facilement aussi susceptibles d'avoir plus froid. Elles ont une baisse de la température corporelle. Parfois, au contraire, il y a une maigreur qui est très visible et dans ce cas-là, je dirais presque que c'est plus facile de voir. Il faut appréhender les choses avec nos enfants. Il faut engager le dialogue tout de suite. Il faut engager le dialogue et éviter au maximum le conflit et la contrainte. Il faut éviter l'engueulade, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut inviter l'enfant à parler de. C'est extrêmement compliqué touche. Parce que ça se passe à l'adolescence, au moment où justement chacun part un peu de son côté, où c'est normal qu'il y ait des difficultés dans le dialogue parent-enfant. Oui, parce que Stéphanie nous explique que sa fille est dans le déni le plus total aujourd'hui. Dans la non-reconnaissance, c'est très fréquent. Déjà, il faut percevoir qu'au départ, c'est un régime un peu comme tout le monde. Et le moment où ça dérape n'est pas forcément perçu. Il y a un glissement. Oui, tout à fait. Consulter ce que fait Stéphanie aujourd'hui avec sa fille, c'est une démarche que l'on peut conseiller aussi à ceux qui nous écoutent et qui s'inquiètent, c'est-à-dire aller voir d'abord un médecin généraliste. Le médecin habituel de famille, le médecin, au contraire, la personne qui est... Ne pas médicaliser tout de suite. Exactement. Et en faire un... Oui, la personne qui est déjà investie d'un rôle habituel. Après, encore faut-il qu'il soit un peu formé, qu'il s'y connaisse. On peut imaginer que maintenant, un certain nombre de personnes, des acteurs de soins, soient sensibles à cette préoccupation. C'est vrai qu'à un moment, la formation des acteurs de soins dans le monde de la santé, mais aussi des éducateurs, parce que le rôle de l'école est important, la médecine scolaire, la médecine du travail, tous les gens qui sont en première ligne pour le dépistage sont absolument primordiaux pour que les choses se passent rapidement, parce que plus on dépiste vite et plus la chance de guérison est grande. Est-ce que l'aide psychologique, les fameux mots dont vous parlez, Sandy Masson, sur scène, libérer la parole, est-ce que selon vous, Sandy, cette aide psychologique est indispensable dans le traitement ? Fondamentale. Retrouver sa vérité, sa possibilité de dire ce qu'on a à dire, ce qu'on a dans le ventre, c'est primordial. Et moi, j'ai juste envie de rajouter, et là, je me permets de le faire, que il faut quand même que les mamans aussi aillent bien. Faut qu'elles aillent bien dans leur vie aussi, et que si parfois, j'ose le dire, tant pis, si parfois leurs filles sont sur des problématiques comme ça, peut-être qu'aussi elles ont des choses, peut-être aussi qu'il faut qu'elles aillent peut-être travailler sur elles, ou peut-être voir ce qui non, mais vous avez raison, mais j'ai envie de le dire, parce que on est d'accord, y a pas de honte, et je ne le dis pas pour culpabiliser les mamans du tout. On a toutes des moments difficiles quand on est maman. Je suis maman aujourd'hui, je vais pas jeter la pierre, c'est pas ça, mais j'ai envie de dire qu'il faut aussi que les mamans se prennent en charge, parce que ce rapport fusionnel entre mère-fille est très empoisonneur, malgré elles parfois, et si elles vont pas bien, parfois elles peuvent transmettre ça si la jeune fille est très sensible, ce qui est le cas des filles anorexiques ou qui ont une problématique. Donc faut vraiment essayer d'aller bien, d'être bien dans sa vie pour aider sa fille. Voilà, parce que ce qui est intéressant, ce que vous dites, Sandy, c'est que l'entourage est primordial aussi dans la guérison, parce que s'en sortir tout seul, c'est une épreuve, et que si cet entourage est toxique, pour une raison ou pour une autre, même inconsciente, ça va de toute façon, à un moment donné, freiner et entraver la guérison de la personne malade. C'est une maladie qui impacte de toute façon l'entourage. Donc, cause ou conséquence, tout à fait. Il faut de toute façon
approcher l'entourage, que l'entourage est une aide, qu'il ait un lieu où s'exprimer, le même ou un lieu différent de la personne qui souffre de ces troubles. Et il est évident qu'on ne met pas de côté, on ne peut pas mettre de côté l'entourage, que ce soit la famille quand c'est à l'adolescence, que ce soit le conjoint ou même les enfants quand c'est plus tard. L'entourage qui est important et dans un instant, justement, nous vous donnerons les coordonnées de différentes associations vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Et puis surtout, sachez que nous reprendrons date pour parler de l'anorexie côté aidant, puisqu'on n'a pas pu l'aborder aujourd'hui. Vous le savez, à chaque fois, on est frustré, en effet, pour s'entendre. On fait jamais le tour de nos histoires comme ça. C'est court. C'est court, mais c'est déjà exceptionnel, 1 heure sur l'antenne d'RTL. On se retrouve, à tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors, si vous êtes parent inquiet ou si vous-même vous vous inquiétez et que vous n'osez pas le dire, vous n'êtes pas tout seul à souffrir de ce trouble alimentaire et surtout n'hésitez pas car c'est possible, Sandy vous le dit, le docteur Rouer Saporta et moi-même, c'est possible de se sortir de l'anorexie. TCA.fr, les troubles du comportement alimentaire.fr, un numéro de téléphone 0810 037 037. Voilà, faites comme Sabrina tout à l'heure. Au début, on a un peu de mal à parler, puis après, la parole se libère et puis du coup, ça va beaucoup mieux. Docteur Sylvie Rouer Saporta, je vous remercie vraiment d'avoir été notre invitée et celle de nos auditeurs aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, c'est important. C'est important d'en parler, c'est la raison pour laquelle on voulait le faire aujourd'hui. C'est important de signer la pétition sur change.org que nous avons d'ores et déjà signée. Voilà, n'hésitez pas. Il faut 10 000 signatures et nous en sommes actuellement à 1413. Donc franchement, vous êtes tellement nombreux à nous écouter que vous allez sur change.org et vous allez pouvoir aider la cause justement de la prise en charge de l'anorexie mentale. Merci à vous. Vous vouliez rajouter quelque chose très rapidement ? Oui, dans 2 jours, nous avons absolument un colloque. Anorexie mentale et boulimie, si l'on arrêtait le gâchis, qui a lieu au ministère des Affaires sociales et de la Santé. Alors attention, c'est déjà booké, il y a déjà plus de place, mais sachez-le. Mais voilà, c'est important de le savoir. Sandy Masson, merci beaucoup d'être venue. Merci, Sandy. merci à vous. Et je conseille votre pièce à tous ceux que ça touche. Annabelle aime une histoire sans fin. Allez-y, c'est au Théâtre La Boussole à Paris et c'est touchant. Ça donne le sourire aussi, et puis c'est plein d'espoir. Merci Sandy. Et puis merci, une odeur de tarte aux pommes très agréable aussi. Allez, demain on se retrouve sur l'antenne d'RTL. On va s'interroger sur la punition. C'était le principe éducatif incontournable il y a 30 ans. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que ça marche ? La fessée, aller au coin, rester dans sa chambre, écrire ça en ligne. On vous donnera la parole demain à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, ils sont au fond de la classe, mais on les aime bien. Voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse et ne ratez pas à minuit ce soir. Georges Lang reçoit Hubert Félix Thieffen dans les Nocturnes. Je vous embrasse, à demain.